Donc, je disais, oui, l'innovation sociale sur les territoires ruraux est nécessairement liée donc, à la capacité des acteurs à coopérer, à collaborer entre eux pour mettre en place des projets collectifs, des projets qui ont du sens pour le territoire. Donc, cette question de la coopération, elle est également liée à celle de comment on accompagne mieux finalement les initiatives ESS pour renforcer leur place dans le développement économique et social local. Est-ce que la coopération en elle-même est un levier de développement? Ça, c'est toute une question. Donc, il y a eu beaucoup de recherches, enfin, il y a de plus en plus de recherches sur cette question, sur la question, par exemple, des dynamiques collectives pour transformer les territoires par les dynamiques de la transition écologique et solidaire. Hein. Il y a à ce titre des travaux, par exemple, du labo de l'ESS sur les facteurs clés de succès et les différents obstacles aux différents processus de transition territoriale, que je peux vous inviter à aller regarder plus tard. Et donc, tout ça pour dire voilà, que la résilience des territoires et leur transition, elle est étroitement liée finalement aux interdépendances entre les acteurs locaux pour mettre en place cette idée de transformer les modes de production, de consommation, de travail et de vivre ensemble au niveau local. Une fois qu'on a ce constat qui est posé, c'est bien, mais maintenant, comment en fait on travaille concrètement la manière d'encourager et d'organiser la coopération dans ces territoires ruraux. Donc, on aura aujourd'hui le plaisir d'avoir Sarah et Maëlys pour 2 retours d'expérience. Donc, Maëlys qui est chargée de mission au Cluster Jura, qui est un PTC, donc pôle territorial de coopération économique, qui rassemble donc les acteurs du territoire autour d'une démarche entrepreneuriale et qui travaille pour créer de nouvelles opportunités économiques sur les territoires et les accompagner hein, dans leur concrétisation. Et Sarah Persil, qui est chargée de développement économique au Pays Lédonien, donc le Pays Lédonien qui est donc un pôle d'équilibre territorial et rural. Et donc, à partir de vos retours d'expérience, on va pouvoir aborder la question de comment est-ce qu'on crée du lien, comment on crée des situations de coopération sur son territoire pour favoriser l'innovation sociale. Donc voilà, elles vont nous raconter comment ces 2 structures coopèrent et se mobilisent pour trouver les ressources et les acteurs du territoire et les mobiliser autour de projets concrets créant de l'emploi sur des thématiques de l'alimentation, de l'entrepreneuriat, du lien social, du vivre ensemble, etc. Donc, je vais très rapidement vous laisser la parole, mais juste avant, on va faire un petit sondage parce que c'est toujours intéressant de savoir qui est autour de la table, entre guillemets, qui est autour de la visio. Donc voilà, vous avez un sondage qui apparaît pour répondre si vous êtes élu d'une collectivité, service d'une collectivité, acteur de l'accompagnement. Je vous invite à répondre et comme ça, après, on pourra écouter Sarah et Maëlys. Tout le monde m'entend bien hein? Ouais. Est-ce qu'on a les résultats du sondage? Pas encore. D'accord. Donc, il y a 37% de porteurs de projet création d'activité, 35% de responsables ou salariés d'une structure de l'ESS, et puis après, 12% d'acteurs de l'accompagnement, 2% d'élus d'une collectivité, 2% de financeurs et 22% autres. OK. Voilà, pour faire un petit peu le profil des participants. Donc, Sarah et Maëlys, écoutez, je vous laisse vous présenter et revenir sur ces questions de coopération. Merci Floriane. Est-ce que déjà vous nous entendez bien? Ok. Donc, Sarah Persil pour le Pays Lédonien, je commence. Le Pays Lédonien, c'est donc un pôle d'équilibre territorial et rural qui a pour objectif, depuis sa création en 2003, de travailler à l'aménagement du territoire dans sa globalité, au-delà de sa ville-préfecture-centre qui est Lons-le-Saunier. Personne ne sait où est Lons-le-Saunier, mais voilà, on est dans le Jura. Donc, un développement harmonieux de l'ensemble de notre territoire. Je vous fais, hop, on n'a pas de PowerPoint, mais on a des cartes. Voilà, on est à côté de la Suisse, à 1h30 de Lyon, 1 heure de Besançon, 1 heure de Dijon. Bref, on est au milieu de
rien. La ville-préfecture fait 17 000 habitants et l'ensemble du territoire, c'est 200 communes, 100 000 habitants en grande ruralité pour une grande partie, puisque au-delà de la ville phare qui est Lons-le-Saunier, la prochaine commune, elle fera 2100 habitants et le reste fera 1500, 352 habitants. Enfin, voilà. On est vraiment sur un territoire rural qui a pour ambition au niveau du Pays lédonien d'avoir un aménagement global avec un ensemble de bourgs-centres qui se répondent, avec un ensemble de services. Et pour ce faire, on a évidemment le document d'urbanisme qui est le SCOT, mais aussi des outils financiers. Là, c'est un peu ma partie. Au niveau du leader qui vient financer en ruralité un certain nombre de projets, de telle sorte à ce qu'il y ait un développement harmonieux de notre ruralité. Le leader, c'est aussi un levier économique et financier intéressant pour des projets et des projets partenariaux, puisque c'est comme ça qu'a été écrit notre plan, notre projet de territoire en 2014. Le but étant qu'on n'accompagne pas des porteurs de projets individuels, mais bien sur une logique de développement du territoire. Donc, c'est fléché comme ça, mais dépenses éligibles vont encourager finalement des porteurs de projets, des collectivités qui ont envie de travailler ensemble sur une filière ou quoi. Ce qui est un petit peu compliqué évidemment à gérer, mais on en discutera après. Vous vous rendez bien compte qu'en grande ruralité, il y a en effet des enjeux en termes de mobilité, en termes d'accès aux services, qui font qu'on a besoin de se serrer les coudes, d'identifier les porteurs de projets qui vont bien, mais également les collectivités qui sont demanderesses d'un certain nombre de projets et qui ont envie de fonctionner un peu d'un pas de côté, autrement que mon développement économique, c'est ma gestion de zone industrielle et l'accueil de la grande entreprise de 500 salariés qui va venir chez moi. On est vraiment sur une logique un petit peu différente d'une appréhension du développement du territoire, un petit peu, d'un pas de côté. Voilà, ça c'est en ce qui concerne ma collectivité. Simplement aussi de dire que, on va dire que j'ai 4 communautés de communes et communautés d'agglomération dans ma gouvernance, ce qui fait que sont investis au niveau du Pays lédonien des élus qui ont déjà en soi un intérêt pour le collectif et pour ce développement harmonieux. Mes élus ne sont pas des élus qui viennent d'être élus directement sur le territoire, mais qui sont des intermédiaires. Donc, ma structure bénéficie finalement déjà d'une ambition pour la coopération qui n'est pas négligeable, même si on n'a pas forcément en tête tous les leviers de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Voilà, ça c'était mon petit regard à moi de ma propre structure. Alice, merci. Du coup, nous, Cluster Jura, on existe depuis 2014. Donc, on a été parmi les premiers labellisés pôle territorial de coopération économique, PTCE. On a été d'abord incubé, on va dire, par une grosse entreprise d'insertion sur le territoire de Lons, qui est le groupe coopératif Demain, anciennement Juraterie. Et du coup, on est devenu Société coopérative d'intérêt collectif, SIC, depuis 2016. Et donc, notre postulat à nous, c'est de se dire que la coopération est un levier de développement du territoire. Et à partir de ça, c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien en faisant émerger des opportunités économiques et en les structurant sur le territoire, en partant des ressources qui sont peu ou pas valorisées et en se disant comment, à partir de ces ressources qui sont peu ou pas valorisées, on les transforme en opportunités économiques créatrices d'emplois, le tout en faisant coopérer des acteurs du territoire. Des acteurs d'univers différents, des collectivités, des associations, des citoyens, des entreprises. Et du coup, comment on arrive à fédérer tous ces acteurs différents et les impliquer autour de projets concrets en faveur de la transition du territoire. Du coup, aujourd'hui, on est quasi 90 sociétaires dans notre SIC. Du coup, une SIC qui est constituée de différents collèges à l'image des différents acteurs du territoire, collectivités, entreprises, associations, citoyens. Depuis 2016, on a accompagné, et on accompagne encore une cinquantaine de projets à différents degrés de maturité et aussi, nous, à différents degrés d'implication. On accompagne beaucoup de projets autour de la thématique alimentaire, parce que le territoire veut ça, peut-être, sûrement. Beaucoup de projets autour de la thématique des déchets et de recyclage. Mobilité un peu moins, alors qu'il y a des enjeux. Voilà, vieillissement un peu moins aussi.
Mais voilà, essentiellement autour des déchets et de l'alimentation. Que dire d'autre? Après, voilà, c'est pour le cadre général. Après, on va vous présenter quelques projets plus précisément pour vous montrer concrètement ce qu'on peut faire. Merci. Donc, effectivement, ce qui serait intéressant, c'est de savoir sur les sujets sur lesquels vous travaillez, vous coopérez ensemble et finalement, ces différents degrés de coopération. Hein, on va parler de coopération territoriale ou citoyenne avec avec Demain Petite Montagne, de coopération au niveau entre les acteurs de l'accompagnement sur le territoire et de coopération plutôt thématique autour des sujets de l'alimentaire. Donc vous dites que vous travaillez sur ces sujets-là. Donc voilà, je vous laisse enchaîner sur les différents projets. Du coup, pour prendre l'exemple sur la partie émergence de projet, tu complètes. Du coup, on déploie un outil en particulier qui s'appelle Startup de territoire, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc, on a organisé la 3e édition l'année dernière. Donc, des soirées de mobilisation citoyenne qui visent à faire cogiter pendant une soirée durant tout plein d'acteurs différents du territoire et aussi et surtout à la suite de l'événement, pouvoir accompagner les projets qui sont sortis de ces dynamiques-là. Et on a initié une démarche un peu similaire sur le territoire de la Petite Montagne, qui est un territoire très, très rural au sud du département du Jura. Du coup, voilà. Donc, un territoire très rural, la Petite Montagne, où on a initié une démarche similaire de mobilisation des acteurs. Pardon, très rural, mais très dynamique. Voilà. Oui. Il faut le dire. Pas péjoratif. Pas du tout. Ça foisonne. Vous allez voir. Du coup, ça venait d'une commande de la collectivité, du coup l'ancienne communauté de communes Petite Montagne, qui se disait, nous c'est très bien, on sort plein d'études. Enfin, il y a plein d'études qui ont été élaborées par des beaux bureaux d'études sur notre territoire, mais concrètement, on a assez peu de projets qui sortent et on a des difficultés à engager les acteurs de notre territoire. Donc, ils ont fait appel à nous pour vraiment essayer de, ce qui est du projet concret qui sortent en mobilisant les acteurs. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce territoire-là. On a une première partie vraiment d'immersion sur le territoire pour identifier quels étaient les acteurs justement qui avaient envie de s'engager, les projets qui étaient dans les tiroirs. Essayer de faire une carto un peu sensible des envies et des projets qu'il y avait sur ce territoire-là. On a organisé une grosse soirée en 2018 qui a réuni 200 personnes. Donc, pour ce territoire de 7000 habitants, c'était quand même très, très chouette. 200 personnes qui ont bossé sur 15 projets différents qui étaient issus des idées du territoire. Et à la suite de ça, on a accompagné 5 projets, dont certains ont été testés. Et un qui a été lancé, une recyclerie du coup qui a été créée en décembre de l'année dernière, qui a été lancée avec la création de 6 emplois, dont 5 en insertion. Donc, avec des résultats très bons aujourd'hui, un peu moins d'1 an après le lancement et dans un contexte comme on le connaît. Donc voilà, une super démarche qui, au-delà des projets et au-delà de la création d'activités, a vraiment permis aux acteurs de pouvoir s'impliquer, de pouvoir gagner en confiance aussi sur leur territoire, gagner aussi en coopération et en interconnaissance, parce que c'est quand même un des freins du rural, c'est la faible densité, et du coup aussi cette difficulté des gens à se rencontrer. On peut être sur un territoire assez petit et finalement avoir assez peu d'occasions de se rencontrer et surtout assez peu d'occasions de coopérer autour de projets. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a réussi à réactiver sur ce projet-là. Voilà ce que je pouvais dire sur la petite montagne. Je vais enchaîner parce que c'est vrai que tu en parles très bien, mais du point de vue de la collectivité, on est vraiment là sur le vrai levier de la coopération, qui est que la collectivité va avoir un financement, va avoir
sa commande, on va dire, va avoir globalement son idée qu'elle veut faire, mais après, le travail d'animation qui est fait sur le territoire, qui fait qu'on va partir des projets des habitants, des besoins des habitants, on va y répondre avec 200 habitants qui se réunissent sur une soirée, qui ensuite se remobilisent régulièrement dans le cadre d'ateliers, qui se font passer des questionnaires, qui sont là le samedi matin à la déchetterie pour parler de la recyclerie. Au final, c'est 700 habitants sur tout le territoire qui sont mobilisés de temps en temps, mais à un moment donné, sur qu'est-ce que c'est que mon territoire et comment est-ce que je peux le développer. On a aussi le réseau des entreprises aussi en petite montagne. Ça va de la plasturgie au service, à la métallurgie, à la banque. On a un peu tout le monde, hein, mais des réseaux, des gens qui se disent, bah oui, en fait, on pourrait travailler ensemble, on pourrait développer plein de choses. Et donc ça marche en fait. Ça marche parce que les gens, ça leur parle, ils se sentent investis dans la question, et ça leur fait aussi, comment dire, du bien, et ça les valorise de se dire que je participe à mon territoire et à son développement. Donc évidemment que les gens sont assez sensibles à ça, et au final on se retrouve à avoir quand même un travail assez titanesque, parce que c'est plus d'1 an de travail et de mobilisation qui fait qu'on sort avec des projets, mais surtout une envie de gens qui ont envie de se revoir pour retravailler ensemble. Et ça, c'est vrai que cet écosystème bienveillant, coopératif et économique fait que demain, si on veut monter un autre projet sur un autre sujet, le réseau d'acteurs, il est là finalement. Et il saura se mobiliser parce qu'il a trouvé ça sympa de se retrouver sur la première mouture. Donc, pour compléter, c'est pas magique quand même. Il ne suffit pas que la collectivité, elle dise, voilà, je mets des sous et je veux qu'il se passe quelque chose. Ça a demandé quand même un vrai changement de posture de la part des acteurs, que ce soit la collectivité ou que ce soit les acteurs. Pour que la collectivité elle fasse davantage confiance en ses acteurs. Les collectivités qui ont quand même tendance plutôt à faire le projet et à être là au moment de l'inauguration, mais à assez peu quand même associer les acteurs et les futurs usagers. Donc un changement de posture de la part de la collectivité pour faire davantage confiance et pour lâcher prise davantage. Et de l'autre côté, pareil, un changement de posture des acteurs et des usagers pour qu'ils deviennent acteurs vraiment des services que demain ils vont utiliser, et être moins dans une posture de consommateur lambda. Bon, la collectivité, elle construit l'école et demain, moi, je vais l'utiliser. Donc ça a été vraiment permis par ce double changement de posture des deux parts, et par une certaine prise de risque aussi de chacune des parties, la collectivité se dire, bah voilà, je prends le risque de faire davantage confiance aux acteurs, et les acteurs aussi de prendre le risque de parler, en fait, et de s'exprimer et d'être acteurs des projets. Peux-tu définir ce qui est acteur pour les gens qui posent la question? Du coup, quand je parle collectivité et les autres acteurs, c'est tous les autres acteurs qui ne sont pas les collectivités, donc beaucoup d'associations, des citoyens, voilà, lambda, engagés ou pas, et des entreprises. La particularité quand même qu'on a eue sur ce territoire, et qui est peut-être le cas sur beaucoup de territoires ruraux, c'est qu'on avait quand même énormément d'habitants qui avaient des doubles, triples casquette, qui était à la fois président d'association, élu, chef d'entreprise. Et du coup, ces multiples casquettes, ça aide aussi à changer de posture quand il faut, et à activer différents réseaux aussi quand il faut. Donc ça, je pense que ça a été aussi un ingrédient. C'est pas vraiment acteur égal porteur de projet, c'est plutôt peut participer à un moment donné à porter un projet avec les autres, mais de prendre une petite partie en amenant son réseau, en amenant sa connaissance du territoire, et voilà, de ma porte, de là où je suis, je peux faire partie en tout cas de porter un projet de territoire, pas forcément un projet économique, même si c'est un des objectifs clés et attendus, mais voilà, en fait, on rayonne même au-delà de demain, création de combien d'emplois, création de combien de richesses. En fait, la richesse, elle est aussi dans la coopération et dans le travail qui est fait, qui met en place ce microcosme. Voilà. On avait aussi quelques porteurs. Enfin, on avait des porteurs de projets, si on entend porteurs de projets par entrepreneur. Voilà, on a quelques entrepreneurs qui se sont manifestés, qui ont dit, bah oui, moi aussi, j'ai cette idée, comment je peux raccrocher cette idée que j'avais là en tant qu'entrepreneur à une dynamique qui plus globale, plus collective, qui est engagée. C'est par exemple le cas avec un entrepreneur
qu'on avait sur le territoire qui faisait de la location, enfin, c'est pas anecdotique, mais il faisait de la location de matériel pour le vélo en itinérance. Ça faisait 2 ans qu'il peinait un peu avec son activité parce que c'était vraiment que à distance, parce qu'il considérait qu'il n'y avait pas de marché sur le territoire. Et suite à la démarche de Ma Petite Montagne, il y a tout un groupe qui s'est lancé autour de la promotion de circuits en vélo à assistance électrique. Du coup, la collectivité a mis en place de la location de vélos et tout ça. Et du coup, nous, on a mis en lien cet entrepreneur qui avait ce projet, qui vivotait, et la collectivité qui mettait en place ce service-là. Et ils ont réussi à nouer un partenariat. Et aujourd'hui, lui, il arrive à avoir des marchés sur le territoire parce qu'ils ont été mis en lien. Et finalement, lui qui pensait qu'il n'y avait pas de marché pour la location de matériel à itinérance sur son territoire, a réussi du coup à développer son marché comme ça. Voilà, c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de pouvoir décloisonner et d'animer aussi des dynamiques pareilles, parce que derrière, il faut insuffler beaucoup d'énergie pour arriver à mettre les acteurs en lien et à les faire parler un langage commun, ou au moins à arriver à se comprendre avec des langages qui ne sont pas toujours très évidents. Oui, on pourra faire un récapitulatif un peu à la fin finalement des facteurs clés autour de la coopération, de ce que vous identifiez comme vraiment primordial et à avoir en tête dans ces démarches-là. Et il y a une question de Jean-Marc Débat, donc de la DRETS, qui demande est-ce que la coopération, ça va être simplement sur l'animation citoyenne, est-ce qu'il y a coopération interstructure? Donc, je pense que c'est une bonne transition sur les autres degrés de coopération que vous mettez en place entre le cluster et le Pays Lédonien sur le territoire avec la fabrique à entreprendre. Donc, la fabrique à entreprendre, là, il faut remonter en 2017 avec un objectif au départ sur un projet de bâtiment, d'avoir un bâtiment dédié aux entrepreneurs du territoire. Et en fait, la collectivité, l'industrie, etc., et les acteurs de l'accompagnement. Et en fait, tout le monde autour de la table a dit, mais nous, avoir un hôtel d'entreprise, c'est pas forcément intéressant, surtout si vous voulez qu'on ait des bureaux là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des bureaux collaboratifs où on échange sur nos dossiers, on fasse réseau, et on fasse réseau avec le territoire de comment est-ce qu'on accompagne mieux les porteurs de projets, parce qu'on sait bien que le porteur de projet, il n'a pas forcément connaissance de BGE, Franche-Comté Active, enfin, le réseau France Active, le réseau France Initiative que voilà, vous connaissez, les coopératives d'activité d'emploi. Enfin, il y a plein de portes, on ne sait pas forcément où taper en premier, etc. Donc, s'il devait y avoir un lieu ressource pour l'entrepreneuriat en territoire, on veut bien en être, mais on veut bien d'abord avoir une animation de ce qu'on est et de comment on travaille, avec quand même beaucoup déjà d'acteurs, outre la Chambre des métiers et la CCI, des acteurs qui relèvent déjà de l'économie sociale et solidaire. Donc, un travail a été fait en lien avec la Caisse des dépôts, qui a bien identifié ce besoin d'animation et de coopération. Et en fait, on a répondu à un appel à projet national sur la fabrique à entreprendre, qui est un label que vous connaissez, qui est porté par la Caisse des dépôts et qui vise justement à identifier dans une mallette commune l'ensemble des acteurs de l'accompagnement pour rendre l'accompagnement des porteurs de projets un peu plus lisible. Et en fait, ce qu'on a monté avec du coup le Pays Lédonien qui porter finalement cette thématique pour le compte de l'agglomération de Lons, c'est qu'on a dit, il n'y a pas l'entrepreneuriat, c'est pas que à Lons-le-Saunier, c'est aussi sur tout le territoire et tout le territoire rural, parce que des entrepreneurs, il y en a partout, des porteurs de projets, il y en a partout. Vous avez un objectif d'avoir ce campus qui accueillerait des entrepreneurs, mais le but, c'est d'avoir des lieux ressources sur l'ensemble du territoire, avec des permanences un petit peu partout, et également de remobiliser nos élus sur qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat en territoire et comment est-ce que, l'entreprise aujourd'hui en France, à 80%, c'est une entreprise qui n'a pas de salariés. Donc, c'est les TPE. Donc, le levier aujourd'hui, les marges de manœuvre en ruralité, ça passe par les petites entreprises, ça passe par les TPE, ça passe par les micro-entreprises et les artisans. Sachant que quand on accompagne un porteur de projet, il multiplie par 7 ses chances de pérenniser son entreprise au bout de 5 ans. Donc voilà, quand on explique tout ça un petit peu à ses élus, finalement, il devient un petit peu sensible à tout ça, mais
il va avoir besoin d'avoir ce chiffre, d'avoir ces histoires d'entrepreneurs qui sont accompagnés sur son territoire. Et c'est là qu'on a dit, notre fabrique à entreprendre, elle va réunir non seulement l'ensemble de nos acteurs de l'accompagnement, qui étaient partants pour travailler ensemble et se prendre du temps pour se réunir et travailler ensemble pour partager. Enfin, c'est quand même partager des logiciels, mettre en place des réunions de pilotage, des comités techniques, etc. Donc, c'est quand même perdre du temps au final pour en gagner, ça c'est notre objectif, mais aussi de mettre autour de la table des élus pour les former et les aider à prendre de meilleures décisions en matière de leur développement de leur territoire. C'est ça d'ailleurs qui nous a fait remporter l'appel à projet à l'échelle nationale, c'est qu'on était sur une fabrique à entreprendre rurale, avec vraiment cette dimension, ces retours entre nos différents bourgs-centres et notre ruralité, pour faire en sorte que l'ensemble du territoire, encore une fois, se développe à peu près à la même échelle, en tout cas qu'il n'y ait pas une locomotive et qui traîne des wagons, mais que chaque petit wagon soit bien identifié et apporte son gravillon à l'édifice. Donc, dans le cadre de la fabrique Entreprendre, on a financé une partie, ça c'est la partie Pays Lédonien avec son rôle financeur avec le leader. On finance une partie de l'animation. C'est ça qui nous a permis aussi d'aller chercher l'appel à projet. Et le but, c'est que l'ensemble des acteurs de l'accompagnement sont animés, récupèrent un petit peu de financement sur chacune des actions qu'ils font ensemble. Et du coup, on arrive à avoir un équilibre économique qui leur permet quand même d'avoir ce temps de participation et de travail ensemble qui est valorisé. Et on a ensuite des outils de communication, des outils, voilà, ça c'est pour la fabrique Entreprendre. Vous êtes porteur de projet, vous êtes élu de votre territoire, eh bien vous êtes dedans, c'est à vous. Et donc c'est sur l'ensemble du territoire. On a donc une personne, une interlocutrice qui est capable de vous accueillir et de vous réorienter dans l'ensemble de la chaîne, tout en conseillant mes collègues au développement économique et mes élus. Voilà, ça c'est vraiment un bel exemple de coopération. Pour autant, le modèle économique, lui, n'est pas fini d'être ficelé, alors qu'on arrive finalement à la fin de la convention triennale. Il est toujours compliqué de mobiliser des élus et de faire en sorte qu'ils soient eux-mêmes partie prenante du projet. Donc voilà, ça c'est les petits écueils, mais on se rend compte qu'en tout cas, la coopération permet en tout cas une meilleure visibilité et une meilleure, plus d'envie en tout cas à travailler encore ensemble sur d'autres sujets. Du coup, la coordinatrice, pour préciser, la coordinatrice fabricant entreprendre, c'est pas grave, a été embauchée par le cluster. Son poste, du coup, a été financé par CDC BPI et cofinancé par le leader. Et du coup, on avait des financements pour 3 ans et on va arriver là à terme de ces financements. Et du coup, se pose la question de la pérennisation de la fabrique à entreprendre. Et ce qu'on remarque quand même, c'est que les accompagnateurs à la création reprise ont envie que le dispositif perdure, même si ça n'a pas toujours été facile de les faire coopérer quand même sur ces 2-3 ans. Il a vraiment fallu qu'ils sortent d'une logique de boutique et une certaine aussi concurrence quand même entre acteurs, parce que quand on est CCI, CMA et qu'il y a assez peu de porteurs sur le territoire, il faut le dire, quand il y a assez peu de porteurs sur le territoire, les accompagnateurs, ils doivent quand même faire un peu de chiffres, ils ont des objectifs d'accompagnement de porteurs, et donc c'est pas forcément toujours évident de coopérer, mais au bout de 3 ans, finalement, ils ont participé à quand même pas mal d'événements qu'ils ont co-organisés ou auxquels ils ont participé en collectif, et ils se rendent compte quand même qu'ils doivent dépasser cette notion-là de boutique, et qu'en fait, il y a un vrai enjeu à les capter du porteur de projet qui aujourd'hui ne pousse pas les portes des accompagnateurs. Et du coup, pour ça, il y a vraiment un enjeu à sortir de cette logique-là et de tous ensemble aller capter en fait plus de porteurs de projets, parce qu'il y a des porteurs de projets vraiment potentiels, il y a des porteurs potentiels sur le territoire, il faut juste aller les mobiliser et les convaincre qu'ils ont un intérêt à se faire accompagner par les acteurs de l'accompagnement. C'est vrai que j'ai oublié de le dire tellement pour moi c'est logique, donc merci Maëlys de me reprendre, mais en fait c'est vrai que quand est venu le moment de dire allez on répond à l'appel à projet, qui est-ce qui va être l'animateur de la démarche? Et non, ça ne sera pas le Pays Lédonien, parce que le Pays Lédonien veut venir financer, veut être le facilitant, mais pas l'animateur, ce n'est pas son métier.
voilà, on a travaillé avec chacune des boutiques de l'accompagnement, hein, et tout le monde est venu dire « Ok, c'est vrai que c'est le cluster Jura qui, de par sa posture de PTCE, de par sa posture d'animateur économique du territoire, et parce qu'il n'est pas justement dans l'accompagnement direct du porteur de projet, mais il est vraiment sur la logique collective, ça sera au cluster Jura de pouvoir nous animer et de venir nous proposer des leviers de coopération. » Donc là-dessus, c'est vrai que ça a été un rapport un peu gagnant-gagnant, de se dire, bon, bah, on a un interlocuteur qui est fiable, qui est reconnu comme étant légitime par finalement ses pairs, pour qui voilà, le travail de boutique et d'animation est bien identifié. Et par contre, ben, voilà, donnant, on valorise l'action de chacun des accompagnateurs, donc la CCI, la CMA, une association de développement de l'économie sociale et solidaire, Franche-Comté Active, Initiative Jura, BGE et Copilote, qui est donc une coopérative d'activité d'emploi. Tout ce bon monde-là s'est retrouvé finalement dans le collectif, avec bien sa partie, sa chapelle, mais aussi cette envie de pouvoir travailler ensemble parce qu'il y avait cette animation globale. Je voulais dire autre chose, mais j'ai un petit peu oublié. Voilà. Il y a des questions sur, un peu plus précisément sur la mobilisation des élus. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de mobiliser les élus? Qu'est-ce qu'ils craignent? Et puis, Sarah, du coup, tu peux aussi voilà, évoquer la façon dont tu présentes ces dispositifs et tout le maillage territorial à des élus locaux via Pays les Devenir. Eh bien, alors, pourquoi c'est compliqué de mobiliser les élus? Alors déjà, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu des élections municipales qui ont été reportées, il y a eu une pandémie, enfin, ça a été un peu compliqué. Moi, depuis le mois de novembre, je n'ai pas vraiment de pilote dans l'avion, par exemple. Bon, ça, c'est spécifique à cette dernière année, c'est compliqué. Il faut savoir que moi, j'ai énormément de respect pour nos élus. Moi-même, je viens de l'ESS, donc les élus, je ne connaissais pas. Ce sont des gens qui sont extrêmement investis au départ pour leur territoire, pour leur mairie. Quand ils arrivent en communauté de communes, ils prennent un sujet qui, globalement, est un sujet qu'ils connaissent bien, et moi, je vais leur demander, en plus, de prendre des compétences sur le développement économique. Ce n'est pas des sujets qu'ils connaissent bien, ou alors sur une partie bien précise. Typiquement, on va voir quelqu'un qui est très investi dans le milieu associatif, mais qui n'aura pas compris que le milieu associatif, les coopératives, ça relève de l'ESS, donc il y a des synergies, il y a des choses à avoir. Voilà. On va avoir un élu qui était un ancien chef d'entreprise. Il va avoir sa vision de l'entreprise, sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision du développement économique, qui fait que la coopération, déjà, ça ne va pas forcément l'intéresser, ça ne va pas lui parler. Et le dernier point, c'est tout simplement la disponibilité de mes élus. C'est-à-dire que quand on est maire de sa commune, quand on est conseiller communautaire, avec éventuellement une vice-présidence, on a déjà des réunions 3 fois par semaine sur des commissions au sein de la Comcom. Moi, au niveau du pays, je suis encore un échelon au-dessus et je leur propose de se réunir dans une commission qui est une commission consultative, qui se réunit, on va dire, tous les 3 mois, dans laquelle je propose de l'information, mais où j'ai pas forcément de lien direct avec mes élus. Je leur envoie des mails, hein, peu d'ailleurs, parce que sinon ils sont noyés d'informations. Donc je passe plutôt par mes collègues des communautés de communes pour faire en sorte que ce soit eux qui fassent un travail de relance et que le lien se fasse par eux. Mais moi, ma technique, c'est vraiment de parler de leurs besoins et de leurs projets. Je vais essayer donc c'est un travail hein, de technicien à technicien pour vérifier quels sont les sujets du moment, quels sont les besoins qu'il y a sur chaque communauté de communes, là où il y aurait besoin que justement il y ait un levier qui soit fait parce que mes collègues ne vont pas forcément avoir le temps de s'empoigner le sujet de l'insertion par l'activité économique en lien avec les entreprises du territoire et les clauses sociales avec les communautés de communes. Voilà, ça c'est des sujets qui peuvent être un peu complexes et qui ne sont pas du ressort de mes collègues. Donc, voilà, je leur dis, bah, écoutez, là, j'identifie, vous êtes plusieurs à avoir cette question-là, on l'aborde ensemble, je vous apporte des outils, c'est pas que je vous forme, mais voilà, je vous donne des billes, on essaie de le mettre à l'ordre du jour chez vous, on le met à l'ordre du jour ensemble, et voilà, tout ça prend un pas de temps qui prend vite, 3 mois, 6 mois, etc. Et encore une fois, l'élu que je vais arriver à toucher, parce que c'est un sujet qui l'intéresse,
il ne va pas forcément avoir du temps à me consacrer, soit 1 heure et demie, parce que les sujets sont aussi techniques. Encore une fois, le niveau de technicité qu'on demande aujourd'hui à nos élus sur l'assainissement des eaux, c'est vraiment très, très technique. Donc là, je leur demande de devenir presque des experts, ou en tout cas de me faire confiance sur des sujets qui leur sont un petit peu éloignés, sur lesquels ils ont éventuellement une idée extrêmement arrêtée. Donc voilà, je leur demande de changer de point de vue. Tout ça prend du temps. D'autant qu'ils ne sont pas forcément disponibles pour pouvoir me répondre et en tout cas identifier, travailler ces sujets. Donc, le plus simple, ça c'est un peu ma technique, hein, c'est d'identifier 2-3 élus phares dans chaque territoire, de travailler en direct avec eux et de faire en sorte, mais Maëlys pourra en parler mieux que moi, de travailler sur l'exemple. C'est-à-dire, voilà, chez vous, il y a ça qui marche, et bien en fait, non seulement ça marche, mais il y a ça et ça et ça aussi qui se passe. Et ça a permis et là, on se rend compte que les élus n'ont pas forcément confiance des richesses qu'il y a sur leur territoire et qu'ils ont tout intérêt à nous faire confiance sur les leviers que l'on peut activer. Encore une fois, là, c'est l'intérêt du Pays lédonien, c'est qu'on veut être au service de nos communautés de communes en allant chercher des financements, soit européens, soit régions, soit préfectures. Mais on dit aussi, on a peut-être nos limites. Et c'est là où aller chercher des techniciens dont c'est la spécialité et qui sont finalement nos collègues, c'est comme ça que j'identifie le cluster Jura, ce sont mes collègues qui ont cette capacité de créativité, d'accompagnement et de décloisonnement, qui ont cette légitimité-là aussi pour aller rencontrer des entreprises, légitimité que nous n'avons pas en tant que collectivité, ou très peu. Voilà, et qui permet aussi de pallier à la difficulté qui est le pas de temps. L'entreprise, elle travaille à la semaine, elle a un carnet de commandes qu'il faut remplir tout de suite. Quand nous, on est en train de monter un projet qui prend 1 an et demi, on en parlera peut-être dans le cadre du PAT, Programme alimentaire territorial, moi, je ne mets pas tout de suite les entreprises dans la boucle. Ce n'est pas possible. Ils vont me rire au nez, ils vont me dire, mais on ne va pas sortir un truc dans 1 an et demi. Donc, on a des pas de temps qui se travaillent entre collectivités, entre acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont familiers de ces pas de temps-là. Et puis le jour où il faut mobiliser vite et rapidement, et simplement les entreprises, les partenaires de l'économie, là, je peux m'appuyer sur le cluster Jura qui les mobilise par ailleurs dans les sujets sur l'économie industrielle territoriale. Voilà, vous-même, vous animez en interne un certain nombre de sujets qui permet de faire en sorte que les acteurs de la fabrique à entreprendre que l'on a réunis, que vous réunissez, et ensuite ils se réunissent dans d'autres réunions chez vous. Et voilà, et tout ce beau monde-là, en fait, aime à se retrouver, aime à avancer sur les sujets. Et à la fin d'une réunion de trucs, on parle de bidule. Donc, voilà. Pour compléter ce que dit Sarah, sur la mobilisation des élus, il y a un vrai enjeu d'acculturation et de sensibilisation aussi aux nouvelles formes de développement local, parce que voilà, il faut aussi, c'est souvent aussi par méconnaissance qu'on a du mal aussi à les engager, et du coup nous on croit aussi beaucoup à la preuve par l'exemple. Tu l'as dit un peu, faire venir des présidents d'agglo ou des agents d'autres territoires qui ont fait bouger les lignes et pour qu'ils parlent de pair à pair et qui se disent moi élu j'ai fait ça et ça a marché. Voilà ce qu'on a fait en début d'année en invitant notamment Le Sangoël et Valence, où là vraiment ça a été des élus qui ont parlé à des élus, des techniciens à des techniciens, et pour leur faire comprendre qu'il y a d'autres moyens de faire en termes de développement local sur les territoires. Et voilà, la preuve par l'exemple et les témoignages. Voilà. Vous avez à l'inverse aussi, avec la Petite Montagne par exemple, on est allé visiter des tiers-lieux, des médiathèques en Auvergne, on est allé à Figeac pour on est tout un bus d'élus pour qu'ils aillent se rendre compte sur le territoire comment faire. Donc voilà, je pense que c'est 2 super moyens pour mobiliser les élus. Merci. Oui, et puis ça fait le lien vraiment avec cette nécessité d'avoir des approches finalement intégrées de développement local qui comprennent les enjeux divers et variés, enjeux de parentalité, de mobilité, transition numérique. Et ce type de coopération, en tout cas, renforce cela. On parlait de la question du développement des projets. Et du coup, il y a 2 questions, peut-être avant que vous puissiez présenter toute la démarche autour du PAT, du PAT. Projet alimentaire territorial. Il y a une première question sur
quid des porteurs de projets existants, de la coopération pour développer ou ne pas disparaître? Voilà. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces questions-là au-delà de l'émergence? Et puis après, plutôt une question autour de justement comment est-ce qu'on parle avec le secteur privé, comment est-ce qu'on gagne une légitimité suffisante pour parler avec le privé, supposons qu'il n'y ait pas forcément de cluster ou de rôle d'animateur dans tous les territoires. Voilà. Est-ce que vous avez un retour sur ces deux questions un peu différentes? Les structures existantes, je pense que c'est vraiment l'intérêt de la mobilisation, c'est qu'on s'appuie sur elles en leur donnant ce rôle de mobilisateur et d'experts de leur thématique et de leur territoire, en disant, par exemple, si on prend Startup de territoire, il y a une proposition avec un site internet où vous avez une idée pour développer votre territoire, inscrivez-la et puis éventuellement donnez-nous votre idée, votre projet, votre modèle économique. Et puis voilà, donc il y a vraiment cette dimension citoyenne. Mais après, derrière, c'est retravailler avec l'ensemble des acteurs existants dans le cadre d'un comité technique qui vient challenger ces questions un petit peu folles. Donc, on fait confiance aux acteurs du territoire, on leur donne un espace de travail, enfin, vous leur donnez un espace de travail qui permet justement de dire, oui, tu as dans ton réseau déjà plein de choses qui se sont passées, qui ont réussi, qui ont échoué. Viens nous donner cette partie-là, ton expertise et ton regard, et ça vient consolider en tout cas le tout. Moi, c'est comme ça que du coup, je le vois. Pour répondre sur l'autre, supposons qu'il n'y ait pas forcément cluster ou de rôle d'animateur dans tous les territoires. Ouais, du coup, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que le rôle d'animateur ou de tiers de confiance, comme nous, on peut l'être sur le territoire, c'est un des facteurs de succès, quoi, clairement, pour arriver à se faire parler des acteurs différents et pour qu'ils se comprennent. Après, c'est tout à fait possible qu'ils se comprennent sans notre intervention, et ça demande du coup de la part d'une entreprise de pouvoir comprendre quel est le calendrier, quelle est la logique d'une collectivité en face et inversement. Parce que, par exemple, ça ne pourrait pas être juste les acteurs existants du territoire qui se disent on n'arrive pas individuellement à porter une animation pour tous. Est-ce que, par contre, ensemble, on ne pourrait pas porter cette réflexion-là, salarier quelqu'un, se monter en collectif, être en lien avec les élus et voilà, et porter un projet de maintenant c'est ensemble qu'on développe le territoire. Je pense que ça peut aussi permettre de sortir des petites guerres de chapelle, parce qu'on peut en avoir des structures qui sont extrêmement bien implantées sur le territoire, qui sont connues comme le loup blanc et qui en fait ne vont pas forcément avoir la légitimité pour l'un ou pour l'autre territoire. Mais par contre, quand ils font partie du grand collectif, là, ils viennent apporter toute leur richesse, quoi. Mais là, encore une fois, c'est le titre de l'atelier, c'est l'enjeu de la coopération. Il faut pouvoir avoir envie de coopérer et ressentir ça comme un besoin presque vital. Juste, vos micros grésillent pas mal. Je ne sais pas s'il y a un truc qui est devant ou vous entendez aussi? Non. Au début, ça grésillait pas au début, mais on vous entend quand même. Il y avait une question sur comment définir le territoire pertinent. Et je pense qu'à partir de cette question, vous pourriez présenter justement votre démarche autour du plan alimentaire territorial, enfin de territoire, ce que vous êtes en train de mettre en place, comment vous définissez les objectifs et comment vous coopérez avec des acteurs sur cette thématique spécifique. En plus, ça permet d'aborder la question de la multiplicité des parties prenantes autour de cette démarche. Donc, voilà. Et puis pour le micro, sur la définition de territoire, c'est vrai que on essaie souvent de sortir de la notion de territoire comme territoire administratif, mais vraiment plutôt sur un territoire vécu, un territoire vécu par ces acteurs. Du coup, pour la petite montagne, on est vraiment, même si la commande était la commande d'une collectivité territoriale, on a essayé d'aller voir des acteurs qui se sentaient appartenir à ce territoire-là, parce qu'il y avait des habitudes de coopération, des habitudes de vie, des habitudes de consommation.
On peut être aussi comme sur notre démarche d'écologie industrielle et territoriale, où là, on va faire coopérer des acteurs à l'échelle d'une zone industrielle. Et du coup, là, on va être aussi sur un autre territoire vécu, qui est une zone industrielle. Et ça peut être comme pour le PAT, où là, ça va être finalement un écosystème d'acteurs qui gravitent autour d'une thématique qui est l'alimentation, et sur un territoire qui n'a pas des limites géographiques bien définies. Nous, le Pays lédonien, on est sur un territoire qui est le bassin de vie et le bassin d'emploi. Ça a été construit comme ça et c'est à peu près juste. 85% de la population active du Pays lédonien travaille en Pays lédonien. Donc, on est vraiment sur, non pas une logique d'entre-soi, hein, mais peut-être une logique d'autosuffisance en termes de vie et d'emploi qui nous permet en tout cas de construire un certain nombre de choses. Pour le programme alimentaire territorial, donc là, c'est un beau projet et on vient d'être lauréat à l'échelle nationale. On va avoir un financement en 2021 et 2022 pour continuer ce qu'on est en train de mettre en place. Mais l'année dernière, c'est une quinzaine de structures qui se sont mis autour de la table. Là aussi, invitées par le Pays lédonien qui, de par sa logique de schéma de cohérence territoriale, a pu identifier dans ses diagnostics la force du secteur alimentaire et agricole. Le fait aussi que la ville de Lons, depuis les années 90, travaille avec des agriculteurs sur les plaines de captage. Encore une fois, c'est très technique, hein, mais les plaines de captage et du coup la protection de la ressource en eau, donc avec de la contractualisation pour avoir de l'alimentation bio, qui viennent du coup irriguer, sans mauvais jeu de mots, la cuisine centrale de Lons-le-Saunier, qui fait 7000 repas par jour à 50% de produits bio et ou locaux. Donc, on est un des plus gros, une des plus grosses restaurations collectives sur ces chiffres-là. 7000 repas par jour, c'est pareil que l'agglomération de Dijon, par exemple, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes nombres d'habitants. C'est donc ça fait 30 ans qu'il y a une contractualisation qui est faite entre les agriculteurs et notamment certains agriculteurs bio et la cuisine centrale de Lons. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir du 1er janvier, il va y avoir la loi Egalim qui s'applique et qui fait que toutes les cuisines centrales vont être amenées à être sur du bio et du local. Et nous, il fallait absolument qu'on vienne pérenniser les conventionnements existants et le bon fonctionnement coopératif, encore une fois, de je cultive et je fais attention à la ressource en eau et en même temps, je transforme et je distribue le bio et le local. Donc, on a une quinzaine de structures, collectivités, cuisine centrale, France Nature Environnement, la Chambre d'agriculture, le groupement des agriculteurs biologiques du Jura, Rudologia, qui est un centre de ressources sur la valorisation des déchets à l'échelle nationale, Vitagora, consortium agroalimentaire. Voilà, tout ce beau monde est venu pour se dire il faut absolument qu'on consolide ce que l'on a déjà, parce qu'on a beau être pilote sur la question, il faut qu'on le consolide et qu'on aille même plus loin. Donc, demain, on va être un groupement qui va réfléchir et qui va travailler ensemble avec une stratégie commune pour avoir une agriculture bio qui vienne irriguer non seulement la cuisine centrale, mais également les réseaux de distribution et les familles. Donc là, on est vraiment sur les objectifs du plan national pour l'alimentation, qui est sur la lutte contre le gaspillage et l'accessibilité à une alimentation de qualité et durable. Et ce beau monde-là s'est retrouvé, puis alors vraiment, c'était des réunions à 8h du matin et le lendemain à 17h30 pour valider ce qui a été dit. Enfin, une réactivité assez impressionnante de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte d'avoir un PAT bio avec des objectifs affichés assez ambitieux, pour travailler dans un outil commun et une gouvernance bien identifiée, donc sous format coopératif, et de faire en sorte que, certes, les collectivités viennent abonder avec leurs besoins, notamment dans le cadre de la restauration collective, viennent abonder avec des financements et de l'investissement, mais dans un outil qui ne leur appartiendra pas, mais qui appartiendra aux consommateurs et aux producteurs, puisque sans producteurs, on n'a pas de projet alimentaire territoriaux. Cet outil de gouvernance, on est en train de l'écrire. Alors, en période Covid, en plus, il a fallu réunir tout le monde, il a fallu travailler à la gouvernance, il a fallu identifier une stratégie sur laquelle on accompagne nos filières et on va un peu plus loin dans les besoins. On met en place des indicateurs de suivi. Enfin,
tout ça s'est fait un petit peu cet été, ça a été assez dense. Mais là, on est en train de sortir un outil de gouvernance avec un modèle financier qui sera subventionné sur les 2 prochaines années, mais qui aura un objet commercial de telle sorte à ce que l'outil soit ensuite autonome et fonctionne pour les acteurs économiques du territoire. Voilà. Et qui est-ce qui est évidemment autour de la table? Eh ben, c'est le cluster Jura qui est venu faire des animations, tout simplement parce que on est sur la lutte contre le gaspillage. Donc évidemment, le cluster Jura a une grosse technicité sur la question. Sur les questions alimentaires, vous avez des techniciens aussi qui sont en grande capacité de faire monter en compétences et tout le monde. Et on se retrouve. Et même la gouvernance, enfin, en fait, sur tous les sujets, hein, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, vous avez quelqu'un, des ingénieurs agronomes, vous avez du monde, enfin voilà. Donc, à un moment donné, quand nous, on a décidé de répondre à des appels à projets, on avait des idées à peu près globales, on a fait notre travail d'animation, de mobilisation des gens autour de la table. Par contre, au moment de tenir le stylo, d'écrire, de passer des coups de fil pour être en lien avec leur scope, pour monter des scénarios de développement, etc., qu'est-ce qui le fait, ça? Eh ben, c'est le cluster Jura. Donc voilà, ce temps de travail associé, bon, bien sûr, qui est financé, hein, mais permet en tout cas d'aller plus loin et en tout cas de rassurer aussi les acteurs autour de la table, que sont les producteurs bio, que sont la Chambre d'agriculture, etc. Et de dire, voilà, il y a du temps de travail qui est affecté, on y va ensemble. Et parce que certains d'entre vous, d'ailleurs, sont membres sociétaires du cluster Jura, vous avez tout intérêt à y aller. Et si vous n'êtes pas encore sociétaire, ben, il va falloir y penser. Une question sur le budget de l'ingénierie du PAT qui est posée. On est à 50 000 € sur la première mouture, qui est donc notre accompagnement pays lédonien et collectif sur la mise en place de la stratégie, la mise en place d'une gouvernance et l'accompagnement des producteurs locaux dans ce collectif-là. Donc 50 000 €, il y a eu un marché public de passé, et dans lequel on a eu 20 000 € du conseil régional suite à un appel à projet. On a mis 20 000 € de financement leader et le pays lédonien qui porte le tout a mis les 10 000 € restants. Ça, c'est la première partie qui est donc l'émergence. Deuxième partie, à partir du 1er janvier, là, on est sur 50 000 € de l'ADEME et de la DRAF, puisqu'on est donc lauréat du BNA. On va aller chercher 128 000 € du leader, encore une fois. Et derrière, ça va être des financements privés, de la participation au capital de la nouvelle structure et des réponses à des fondations. BNA, non, c'est PNA, Plan national pour l'alimentation. C'est porté par l'État, le ministère de l'Agriculture. Merci. Ça me fait penser à un des leviers, du coup, qu'on parlait tout à l'heure, qu'il y a une vraie énergie à déployer pour animer, faire coopérer les acteurs. Tout ça, bien sûr, c'est pas possible sans financement. Et du coup, c'est un des leviers, enfin, un des moyens qui est permis par le pays, notamment, de pouvoir activer des fonds leaders pour permettre cette animation. Et nous, en interne, une capacité aussi à aller chercher des fonds. Oui. Au national, notamment pour vraiment pouvoir animer, financer cette partie d'animation, qui est du coup un métier quasi à part entière, quoi, de pouvoir trouver le temps et les compétences de répondre à ces appels à projets, ces appels à manifestation d'intérêt. C'est ça. D'avoir réussi à trouver la complémentarité entre le pays et le cluster en fonction de vos différents métiers et capacités d'action. Et du coup, c'était très intéressant de voir toute l'ingénierie que vous avez déployée pour bien mailler le territoire, tout le travail de co-construction qu'il y a derrière ces différents projets pour avoir aussi des relais de prescripteurs privés, publics, locaux sur le territoire, travailler la confiance avec les acteurs. C'est quelque chose qui ressort aussi beaucoup de vos interventions. Et pour pouvoir soutenir après des initiatives locales qui créent de l'emploi, qui créent du lien social, qui en fait qui ont un impact positif fort sur le territoire. Et je voudrais peut-être, comme je l'avais dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez donner très succinctement 3 points qui sont les facteurs clés de la coopération sur votre territoire et en même temps, comme ça permettra peut-être de donner un exemple, ce que vous avez mis sur l'atelier textile.
Comme ça fera une conclusion et après, on pourra passer… il faudra laisser la place aux autres ateliers. Juste en introduction, sur la question de la confiance, il y a même une doctorante hébergée par le Cluster Jura qui travaille sur les levées de coopération, Camille Henrion, vous en avez souvent entendu parler, je pense, et elle nous a fait passer au niveau du PAT tout un travail sur est-ce que vous faites confiance aux gens qui sont autour de la table. Et le but, c'est de gagner en confiance au fur et à mesure. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse. Sur les leviers, on en avait identifié 5. Déjà, le Jura, c'est un territoire qui est historiquement coopératif. Je ne veux pas flinguer les autres territoires. Hein. Philippe Garcin, tu viens quand tu veux dans le Jura, il n'y a pas de souci. Mais voilà, les coopératives fruitières et fromagères existent depuis un bon bout de temps, donc on surfe aussi là-dessus et c'est ça aussi qui permet de parler aux élus du fait que ça existe déjà, donc on ne va pas réinventer la poudre, mais on va faire encore plus loin et encore mieux. Le but, c'est d'être dans l'action. Et comme disait d'ailleurs le maire de Los Angeles, d'avoir les petits cailloux, mais de partir de petit à petit et d'avoir des belles histoires à chaque fois à proposer assez rapidement. La co-construction et le faire ensemble, ça, il n'y a aucun souci, il faut qu'on se le redise. Partir des besoins des territoires et des acteurs identifiés, ça c'est très important. Le fait de créer des emplois non délocalisables, là aussi c'est un des fers de lance qu'on peut utiliser à l'envi. Et enfin, pallier au recul des services publics, la coopération permet cela. Et dans les freins, je dirais que c'est difficile de faire coopérer quelqu'un qui n'a pas envie ou qu'on ne ressent pas le besoin. Donc ça, c'est la principale difficulté. On ne force pas quelqu'un à coopérer. Et j'ai envie de dire qu'une bonne crise permet quand même aux gens de coopérer. Ça paraît c'est un peu provocateur comme ça, mais c'est vraiment ce qu'on a vu avec la crise sanitaire et notamment autour de cet atelier de textile résilience qu'on a monté en 15 jours. Enfin, vraiment, on a fait un Skype avec 30 acteurs en plein confinement, des collectivités, des acteurs de l'insertion, des financeurs. Voilà, on a regroupé tout ce monde-là pour se dire comment on monte un projet de textile, un projet de confection textile sur le territoire. C'était un projet qu'on avait, nous, déjà dans les tiroirs et ça a coïncidé avec le marché résilience, le marché national, qui cherchait justement des acteurs sur le territoire en capacité de produire et vendre du masque. Et du coup, en 15 jours, on a réussi à trouver les acteurs de l'insertion pour recruter les personnes, à mobiliser la ville de Lons qui a fourni du mobilier, un acteur de l'insertion, un autre acteur de l'insertion qui a fourni un atelier, une salariée qu'on avait chez nous. Ça, c'était le hasard, mais c'était une salariée qu'on avait chez nous qui avait une expérience de 15 ans dans le textile, qui a pu, du coup, du jour au lendemain être opérationnelle et pouvoir former 15 personnes en insertion et les faire confectionner 1300 masques par jour. Et du coup, tout ça en 15 jours, parce qu'on était là derrière pour animer et parce que chacun a eu confiance, du coup, s'est fait confiance soi-même et a eu confiance en le collectif et en les autres acteurs pour être tout de suite dans l'action et pour lancer un truc. Donc merci la crise pour ce projet-là quand même. Après, se posera la question de la pérennisation, mais c'est vrai que pour démarrer, pour faire exemple, ça marche bien. Il y avait le terreau de la coopération. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces présentations, pour votre intervention et toutes ces réponses aux questions.